Je me souviens que, pendant ma lune de miel en 1913, j'avais dans mes bagages quelques tirés à part des articles d'Einstein qui, aux grandes dames de mon épouse, ont absorbé mon attention pendant des heures. Ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque effrayants. Lorsque j'ai rencontré Einstein, à Berlin en 1915, la théorie était très perfectionnée et couronnée par l'explication de l'anomalie du périlé de mercure découverte par Le Verrier. Je l'ai comprise, non seulement grâce aux publications, mais aussi grâce à de nombreuses discussions avec Einstein. Ce qui eut pour effet que je décidai de ne jamais entreprendre aucun travail dans ce champ. Les fondations de la relativité générale m'apparaissaient alors, et encore aujourd'hui, comme le plus grand exploit de la pensée humaine quant à la nature, la plus stupéfiante association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique. Mais ces liens à l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande œuvre d'art que l'on doit apprécier et admirer à distance. Bien, vous avez bien compris que c'était pour moi, j'étais pas à Berlin en 1915. C'est Max Born en 1955, un des plus grands amis d'Einstein, un très grand physicien théoricien, qui, lors du 50e anniversaire de la restreinte, il y a exactement 50 ans, à Berne, Einstein vient de disparaître. On fête, comme aujourd'hui, comme cette année, finalement, la relativité restreinte, et c'est la première conférence internationale sur la relativité générale. Bien. Alors, il faut voir dans ce texte, qui est quand même extrêmement dur pour la relativité générale, une sorte de raccourci de ce que je vais vous raconter. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence, j'ai voulu qu'elle soit intitulée Une drôle d'histoire, parce qu'Einstein va avoir beaucoup de mal, et les relativistes, à faire passer les idées qui aujourd'hui nous deviennent un peu plus familières. Peu d'années après, von Laue, prix Nobel 1914 pour la diffraction, sa découverte de la diffraction des rayons X, écrivait à Margot Einstein, la belle-fille d'Einstein, lentement, à propos de la relativité restreinte. Lentement mais sûrement, un nouveau monde s'ouvrait devant moi. Je dû y consacrer bien des efforts. Tout spécialement des difficultés d'ordre épistémologique me mettaient fort dans l'embarras. J'estime n'en être venu à bout qu'à partir de 1950, à peu près. Il a pourtant écrit un des meilleurs livres sur le sujet, que vous trouvez sur le présentoir là-bas d'ailleurs, qui doit être à la médiathèque. Il n'acceptera la relativité générale qu'après que fut vérifiée en 1919 la déviation des rayons lumineux dans le champ de gravitation du Soleil. Ainsi, nous ne sommes pas seuls face à nos difficultés à bien comprendre la relativité générale. Ça a été une longue, une drôle d'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui. Les difficultés à comprendre, à accepter la relativité générale parcourent le siècle. Elles sont encore les nôtres. Beaucoup de points ne sont pas clairs aujourd'hui. En fait, les trous noirs ont joué dans les années 60 un rôle crucial. En fait, les trous noirs n'ont été inventés non pas en 1915, qu'en est la relativité générale, mais justement 50 ans plus tard. Et c'est une des choses qui m'a le plus surpris et sur lesquelles j'ai travaillé pour essayer de comprendre comment se fait-il, quelque chose qui semble être une conséquence inéluctable de la théorie, tout au moins c'est mon avis aujourd'hui et celle de tous les spécialistes, a pu attendre 50 ans pour être acceptée, comprise, y compris par Einstein qui était mort à l'époque, qui ne l'a jamais acceptée. Donc. J'ai reçu il y a peu une lettre justement à propos des trous noirs que je vais vous lire, qui est amusante. Une lettre d'un amateur. Avec tous mes respects à Einstein et à ses théories, j'ose énoncer que l'hypothèse de la déformation de la lumière dans l'espace-temps est erronée. N'oublions pas que le Soleil lui-même est une étoile qui émet des rayons lumineux. Si sa masse attirait la lumière, il aurait retenu ses propres photons et il n'y aurait jamais eu d'émission lumineuse à partir de notre astre. Il est inadmissible de croire qu'un astre qui rayonne de la lumière est avide de rayons lumineux et les attire. J'espère que votre jugement sera meilleur. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations. Eh bien, cette lettre d'un amateur qui s'inquiète, n'est-ce pas, de la voracité des étoiles, des trous noirs, a été partagée, ce point de vue a été partagé par exemple par Eddington dans les années 20,
n'est-ce pas? Et il n'a pas non plus accepté, c'était un moment où on commençait à se poser des questions sur ce sujet, il n'acceptait pas cette idée. Mais il faut être sérieux et il faut revenir peut-être à la théorie et à la relativité restreinte. La relativité restreinte qui va naître donc en 1905, il y a 100 ans, à partir de questions qui sont celles de toute la communauté physique et qui s'appuient sur le 19e à l'époque. Aujourd'hui, différemment, j'ai pu montrer que c'était aussi des questions qui avaient été posées au 18e, mais c'était absolument pas à ce moment-là le point de vue ni d'Einstein ni de quiconque, et ce n'est pas le chemin qu'Einstein a emprunté, n'est-ce pas, pour arriver à la relativité restreinte. Et tout d'abord, le mot relativité. Le mot relativité, Jean-Marc Lévy-Leblond a dû vous le dire la semaine dernière, qui est fort mal choisi. Bon, c'est pas Einstein qui l'a choisi d'ailleurs, il a émergé petit à petit, il s'est imposé, surtout lorsque la seconde théorie, la théorie de la gravitation, la relativité générale, en 1915 va s'imposer. Relativité générale, relativité restreinte en opposition. Donc le mot relativité, on ne pouvait plus rien. Bon. C'est plutôt une théorie des invariants. N'est-ce pas? Ce qui est important, ce qui nous importe en tant que physiciens, c'est le phénomène lui-même et d'une certaine manière, la relativité, c'est la relativité de la description. C'est la projection, n'est-ce pas, dans notre système de référence, dans notre cuisine, du phénomène qu'on observe. Et comme nos labos peuvent être très différents, loin les uns des autres, etc., il faut avoir un point de vue relatif. Mais ce qui est important, c'est le phénomène lui-même. Et ce phénomène et les lois qui le structurent sont invariants. Et en fait, Einstein, à un certain moment, a voulu appeler sa théorie des invariants. Il n'était pas le seul. Donc 1905, je ne veux pas parler de relativité restreinte longtemps, puisque mon sujet aujourd'hui, c'est la générale. Einstein résout avec élégance, simplicité, rigueur, d'un point de vue avec des principes, quelque chose qui va, comment dirais-je, qui va structurer sa démarche physique pendant toute sa vie. N'est-ce pas? Je pense que l'expérience de la relativité restreinte puis générale a une importance essentielle. On y reviendra si j'ai le temps à la fin de la conférence. Donc la physique retrouve une unité. On laisse tomber l'éther et on revient au principe de relativité de Galilée, c'est-à-dire en gros que les vitesses s'ajoutent. Elles ne s'ajoutent plus de la même manière que c'était le cas dans la théorie de Newton. Elles s'ajoutent grâce aux transformations de Lorentz, mais on vous en a parlé. Mais en 1900, tout de suite, dès 1907, Einstein s'aperçoit que si... J'ai oublié de vous envoyer une... Ah ben ça... Ah, j'ai oublié de vous envoyer... Ah ben non. Il y a un problème de... Bon. Il y a un problème d'image. Je n'arrive pas à... Je m'excuse. On va faire ça. Peut-être ça va mieux marcher. Bon, je m'excuse. Voilà. Bon, alors, voilà, c'est Max von Laue dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on est OK. Hein, et puis après, bah voilà, Einstein qui peut nous accompagner un moment. Il n'y a pas de texte là-dessus. Je déteste les textes sur le système PowerPoint. On est bloqué. Bon. Le texte est là et j'essaie de ne pas le suivre. Bien. Donc, en 1905, finalement, la physique est à nouveau divisée. Pourquoi? Parce que la gravitation, n'est-ce pas, n'obéit pas à la nouvelle théorie, à la nouvelle cinématique. L'électromagnétisme, l'optique, sont compatibles avec la relativité restreinte, mais non pas la gravitation. La gravitation newtonienne est toujours sujette aux lois de Galilée, aux lois d'addition ordinaires de la vitesse. Et pour Einstein, c'est quelque chose d'insupportable. Et donc, à partir de 1907, il va s'inquiéter, n'est-ce pas, de cette question, et il va y consacrer beaucoup d'efforts de 1907 à 1915. Il veut trouver une nouvelle théorie de la gravitation qui soit donc compatible avec la relativité restreinte. Dès 1907, il a l'idée, d'une part dans une lettre à un de ses amis, Konrad Habicht,
que la question du périhélie de Mercure, qui est une anomalie de la théorie de Newton, peut être résolue. En tout cas, que c'est un des points cruciaux. Il a aussi, dans la même année, l'idée finalement des deux autres tests, c'est-à-dire des trois tests qui sont les tests classiques de la relativité, bien sûr qui ne sont pas résolus tout de suite, mais il sait déjà que la déviation des rayons lumineux au bord d'un astre, dans un champ de gravitation, est des conséquences possibles d'une théorie relativiste de la gravitation, ainsi que le décalage des raies dans un champ de gravitation. Dès 1907. C'est déjà marqué qu'il ne va pas laisser beaucoup d'espace aux relativistes ensuite. Je veux dire, il balise déjà le champ jusqu'en 1960. Il n'y aura rien de nouveau quant aux tests, on va les vérifier, on va en parler, mais il n'y aura rien de nouveau jusqu'en 1960. Les relativistes ont vraiment peu de choses à se mettre sous la dent et ça explique un petit peu la suite de l'histoire. Il écrit en 1915, alors il travaille beaucoup, je ne vais pas insister sur la naissance des équations de champ, c'est un problème très technique et sur lequel je ne veux pas insister, mais il y consacre une énergie phénoménale. Il y a une polémique avec Hilbert qui n'est pas loin lui aussi de trouver les équations de champ. Je passe là-dessus assez vite et j'en viens à une lettre qu'il écrit à Sommerfeld en 1915. Durant le mois dernier, écrit-il, j'ai vécu des moments les plus passionnants, les plus épuisants de ma vie, mais aussi l'un des plus fructueux. Ce qui est merveilleux dans ce que j'ai vécu, c'était non seulement que la théorie de Newton résultait de l'approximation du mouvement du périhélie de Mercure, mais aussi que la déflexion de la lumière solaire ressort à 2 fois la... Bon. Ça veut dire que déjà, il a la structure et qu'en novembre 1915, il parvient aux équations de champ de la relativité générale, celles qu'on utilise aujourd'hui, et il a déjà une manière de penser les 3 tests dont je parlais tout à l'heure. Et il ajoute, à propos justement de la vérification des rayons lumineux qu'il essaie de faire mesurer par Freundlich en Allemagne, seules les intrigues de piètres créatures, il vise le directeur de l'Observatoire royal de Prusse, Struve, empêchent cette dernière importante vérification de la théorie d'être réalisée. Mais de toute manière, cela ne m'est pas si pénible car la théorie me semble être suffisamment affermie, tout particulièrement en considération de la vérification du déplacement des raies. Ce qui d'ailleurs va poser des questions. Alors Freundlich a une méthode et Einstein, dès 1911, n'est-ce pas, va à l'idée de la déviation de l'éclipse, du moment de l'éclipse, où on va pouvoir mesurer la déviation des rayons lumineux dans un champ de gravitation. Pourquoi ? Parce que la lumière, n'est-ce pas, passe près du Soleil à ce moment-là, et donc sa trajectoire est courbée. Si sa trajectoire est courbée, il est malgré tout difficile de voir l'étoile. Mais pendant l'éclipse, le Soleil est caché et on voit le champ d'étoiles autour du Soleil à ce moment-là. On peut le photographier. Et on peut le comparer au champ d'étoiles lorsque le Soleil n'est plus là, le même champ d'étoiles. Et en comparant ces 2 champs d'étoiles, et c'est Einstein qui, en 1911, c'est-à-dire même avant que la théorie soit claire, a l'idée de cette méthode. Une méthode qui va permettre en 1919 une vérification de la relativité générale. Pour ce qui concerne la vérification de la déviation des rayons lumineux dans un champ de gravitation, 1919, ce n'est pas le premier essai. Freundlich, dont je parlais il y a un instant, est déjà allé en Russie où il a tenté, lors d'une éclipse, justement, de faire les mêmes mesures. Mais un certain nombre de choses, et en particulier la guerre, va l'empêcher de mener à bien cette expédition. De sorte que c'est 1919 qui va représenter le moment important. Mais dès 1915, comme je le disais tout à l'heure, il a déjà l'explication de l'avance inexpliquée par la théorie de Newton du périhélie de Mercure. Alors, la théorie de Newton, depuis le milieu du 19e siècle, laisse 43 secondes d'arc par siècle. Inexpliqué quant à un point particulier de la trajectoire qu'on appelle le périhélie, c'est le point le plus proche finalement du Soleil. Mercure, n'est-ce pas, tourne autour du Soleil. C'est aussi la planète la plus proche, ce qui explique que ce soit elle dont le mouvement soit perturbé et ne suivent pas la théorie de Newton. C'est là que les effets, disons, relativistes sont les plus forts. Et Einstein fait donc les calculs en novembre 1915 et c'est le moment où il s'aperçoit que sa théorie fonctionne puisqu'il trouve
43 secondes d'arc. Alors 43 secondes d'arc, c'est pas grand-chose. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un degré, une minute, c'est 60 fois. C'est donc un peu moins d'une minute d'arc par siècle. Vous voyez ce que c'est que ce qu'apporte la relativité générale en 1915. C'est-à-dire fort peu de choses. N'est-ce pas ? Alors à la fois, c'était une théorie incontournable. Elle est incontournable dès cette époque-là parce qu'elle tient bon, elle est structurée correctement. Elle est posée à partir d'un certain nombre de principes dont je ne vais pas parler, mais qui permettent une assise théorique extrêmement solide. Mais elle apporte vraiment fort peu de résultats. 43 secondes d'arc, c'est quelque chose de ridicule, et ça explique que l'AOE, dont je vous parlais tout à l'heure, ait hésité avant d'y croire. Mais il n'hésite pas seulement pour ces raisons-là, on y reviendra tout à l'heure. Et même la minute 70, si je me souviens bien, de déviation des rayons du soleil dans l'expérience, l'expédition de Sobral, c'est encore quelque chose de fort petit. Et en somme, les gens vont être pris. Ça explique ce que Born disait tout à l'heure. Les expériences étaient ténues, c'est-à-dire extrêmement peu, apportent peu de résultats. Alors ça a bien changé aujourd'hui, mais malgré tout, à part le GPS, j'aurai peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, on parle beaucoup du Global Positioning System, vous savez, la satellite qui nous surveille et qui permet de savoir où on est. La relativité restreinte et générale apporte quelque chose, mais fort peu de choses, quelques mètres, mais malgré tout c'est important. Mais c'est la seule c'est la seule chose qu'apporte la relativité générale dans notre vie de tous les jours, contrairement à la théorie restreinte qui apporte énormément. C'est maintenant l'outil de toute la physique et on ne pourrait rien faire, pas même cet ordinateur, sans la relativité restreinte. Donc il faut bien opposer théorie restreinte et théorie générale. D'un côté, la relativité restreinte qui est une cinématique, c'est-à-dire une manière de repenser l'espace-temps, mais Jean-Marc Léplubeau en a parlé, est essentielle. Contrairement à la relativité générale, remplace la théorie Newton, puisqu'elle permet d'expliquer correctement l'avance du périhélie de Mercure, et ensuite la déviation des rayons lumineux, mais ce sont des résultats, des expériences extrêmement faibles, et ça va expliquer, ça explique le point de vue de Born et ça explique la réticence avec laquelle les gens, les collègues, vont considérer la relativité et leur agressivité aussi, on va le voir. En 1919, après la mesure de Sobral, où la relativité générale est vérifiée, à partir du moment où on voit que ce n'est pas la théorie de Newton qui peut expliquer ce résultat, mais la théorie d'Einstein, il y a eu une réunion à la Royal Society à Londres. Et Whitehead, en 1926, nous décrit, je cite, l'atmosphère d'intense émotion qui fut précisément celle du drame grec. Nous formions le cœur qui commente les décrets du destin, tels qu'ils sont révélés par le cours de l'événement suprême. Il y avait un élément dramatique dans le trait scénique traditionnel cérémonial, avec en arrière-plan le portrait non pas d'Einstein mais de Newton, pour nous rappeler que la plus grande des généralisations de la science venait maintenant, après plus de 2 siècles, de recevoir sa première modification. Nul intérêt personnel ne se trouvait en jeu, une grande aventure de la pensée venait enfin d'aborder heureusement au rivage. Donc c'est un grand choc pour les Anglais, évidemment, parce que c'est plus Newton, c'est Einstein. Ceci dit, ça ne va pas se passer d'une manière aussi simple, ce n'est pas une révolution qui va entrer dans les esprits rapidement. Il va y avoir beaucoup de contestations, et beaucoup de recul, beaucoup d'agressivité. Donc la relativité générale est basée, vous le savez, vous en avez entendu parler, sur un espace-temps courbé. Et on n'avait jamais jusque-là, et depuis d'ailleurs, utilisé que des espaces plats.
la relativité restreinte est faite et bâtie sur un espace plat, même si c'est un espace minkowskien qui est un peu plus compliqué. Et la résolution des équations de champ nécessite celle d'équations très complexes mathématiques. Vous avez dit que les équations différentielles du second ordre non linéaires qui ne sont pas simples à résoudre. Si peu simples à résoudre, donc il y a les difficultés du côté expérimental, mais il y a les difficultés du côté théorique. Alors du côté théorique, dès 1915, ce qu'on appelle la solution de Schwarzschild est trouvée justement par Schwarzschild, que je dois avoir ici. Non, ça c'est Einstein, Lorentz et Eddington. Décidément, j'oublie de vous passer. Ça, c'est l'éclipse. La manière dont est mesurée l'éclipse de soleil, vous avez le trajet de l'éclipse qui va parcourir l'Afrique et puis le Brésil, et deux expéditions sont menées. L'une est menée ici à Principe, et l'autre est menée à Sobral, au Brésil. Et en fait, Eddington est à Principe, et d'autres de ses collègues, Davidson, etc., sont à Sobral, et il y a des instruments des deux côtés. Et en fait, le temps à Principe, vous savez, les expéditions, les observations, ce sont toujours sous les pauvres astronomes. Maintenant, on est embarqué, donc c'est un petit peu différent à partir des satellites, et c'est un des grands intérêts. Il y a eu un temps médiocre, et les résultats pour différentes sont assez mauvais. Les résultats de Sobral au Brésil sont meilleurs. C'est dans le nord-est, n'est-ce pas? Et après, l'analyse des plaques, en comparant donc les plaques qui sont prises à ce moment-là et puis celles qui sont prises ensuite, on va penser que le résultat est proche de celui de la relativité générale. Et vous avez là, dans l'article original, ça je l'ai repris de l'article original, le problème, ça c'est le Soleil. Et vous avez ici, n'est-ce pas, la Lune qui éclipse le Soleil et le champ d'étoiles, et elles sont marquées. Alors, le grand intérêt, ce qui n'est pas toujours clair dans les analyses qui sont faites, c'est que les étoiles sont bien réparties. C'est dans les Hyades, et les étoiles sont très bien réparties autour du Soleil, de sorte que statistiquement, les effets sont relativement faciles à mesurer. Et ça ne se reproduit pas avant. Eddington était conscient de ça. C'est pour ça qu'il a insisté pour que, juste après la guerre, on envoie 2 expéditions, ce qui était extraordinaire, justement parce que le champ d'étoiles était très dense et bien réparti à ce moment-là autour du Soleil. On savait que c'était le moment ou jamais de mesurer ça. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, même si l'histoire de la déviation des rayons lumineux va se poursuivre pendant tout le siècle, de 1900... depuis 1912, hein, la première fois, en fait, j'en ai pas parlé, mais c'est 1912 en Argentine, et puis 1914 en Russie, et puis ça sera 1919 donc au Brésil et en Afrique, 1930 à Sumatra, où Freundlich va trouver des résultats différents et douter en fait des résultats de Sobral. Bref, une histoire très complexe. Ce n'est pas quelque chose de clair, de simple, de certain. Malgré tout, les meilleurs des astronomes et des physiciens théoriciens pensent que Sobral donne et que la relativité générale est vérifiée, d'où le texte que je vous ai lu du Kerr, Whitehead et tout ça. Bon. Ceci dit, je reviens maintenant, là j'arrête ça, voilà, j'en suis à Schwarzschild et puis je suis mes diapos. Schwarzschild, c'est un très grand physicien, astrophysicien en fait allemand, qui va mourir à la guerre et qui s'intéresse depuis longtemps à la relativité et aux travaux d'Einstein. Et c'est lui qui résout sur le front, semble-t-il, la première solution, là où je vais insister. Alors la solution de Schwarzschild, c'est quoi? C'est tout simplement le champ de gravitation autour d'une masse comme le Soleil. Le champ de gravitation. Mais c'est une solution exacte. On a très peu en relativité générale, j'ai dit tout à l'heure que c'était très compliqué, on a très peu de solutions exactes. On a celle-là qui est due à Schwarzschild, et puis après je parlerai de la cosmologie, c'est une autre solution exacte qui a beaucoup d'importance aujourd'hui, puisque ça structure toujours ce qu'on pense qu'est l'univers. Mais là, on a la solution, tout simplement la loi en 1 sur R2 de Newton sur une masse. Pas plus compliqué, le champ de force sur une masse qu'on peut supposer aussi petite qu'on veut, et donc étudier dans tous ces détails. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est là, à partir de ces travaux, que vont naître les trous noirs. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est une histoire assez compliquée que j'ai expliquée dans mon premier bouquin. Mais en fait,
la solution de Schwarzschild, qui décrit donc le champ de gravitation autour du Soleil, autour de n'importe quelle étoile sphérique, ne sera pas comprise, non pas avant 1960, mais je dirais les années 70-80. C'est-à-dire que, par exemple, la chute des corps, mais la chute des corps non pas vue par Galilée, c'est le problème de Galilée, la chute des corps vue dans un contexte de relativité générale, c'est une théorie de la gravitation, donc sur une étoile massive, n'est comprise qu'à la fin des années 60-70. C'est vous dire à quel point c'était une théorie difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment faisait-on? En somme, on ne savait pas, on ne pouvait pas comprendre, je ne vous en donne pas la structure, ça ne fait rien, il y avait une sorte de singularité, de choses qu'on ne comprenait pas, et on s'abstenait d'y travailler. Et on travaillait la relativité générale d'une manière que j'ai nommée néo-newtonienne. Ça veut dire quoi? On faisait des approximations. On supposait que le champ de gravitation était faible, travailler les équations, essayer de rendre compte des observations. Par exemple, le péril de Mercure, il fallait, à partir de la solution de Schwarzschild justement, faire les calculs qui permettaient de trouver ces 43 secondes dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, Einstein fait ça dès 1915, mais on peut le faire aussi à partir de cette solution, mais on le fait d'une manière approchée. D'une manière approchée, c'est quoi? C'est supposer que la masse n'est pas trop grosse, n'est-ce pas? Et que les vitesses ne sont pas importantes. C'est tout le contraire de la relativité. Vous savez très bien que la relativité, c'est de grosses étoiles et des vitesses importantes. C est important, et M sur R, c'est-à-dire la masse sur le rayon, le rapport masse sur rayon, doit être extrêmement fort pour que les effets relativistes. Donc on étudiait la relativité générale, parce que techniquement on n'avait pas d'autre moyen mathématique de le faire, et qu'on ne comprenait pas, d'une manière avec des approximations, et on ne voyait que les termes du premier ordre, c'est-à-dire la première approximation qui permettait de rendre compte des trois effets classiques dont j'ai parlé tout à l'heure, la périlie de Mercure, la déviation des rayons lumineux, le décalage des raies dans un champ de gravitation, et puis après je parlerai de la cosmologie qui apporte une autre. Alors, évidemment, on travaillait la relativité sans faire de la relativité, puisqu'on avait un m qui était petit, une vitesse de la lumière, on prenait des petites vitesses, et d'une certaine manière, c'était ne pas y croire. Et cette interprétation néo-newtonienne a, comment dirais-je, submergé les travaux de nos collègues pendant toute la période de 1915, donc, jusqu'aux années 60-70. Quand j'étais jeune, j'ai commencé comme ça, on en était encore là. Et justement, à ce moment-là, les trous noirs, qui sont une manière de réinterpréter cette même solution de Schwarzschild dont je parlais tout à l'heure, mais une manière, en essayant de comprendre quelles sont les trajectoires, comment ça marche. Alors là, j'ai peut-être un dessin, non, mais ça va être trop compliqué. Laissons ça. Comment ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce que c'est que l'espace-temps d'une étoile massive? D'étudier la solution de Schwarzschild jusqu'à son cœur, y compris sa singularité, ça a pris tout 50 ans, 60 ans. Le mot trou noir est inventé par John Wheeler, je crois que c'est en 68 ou 69. Inventé. Mais on n'a pas encore, et encore aujourd'hui, interprété le diagramme d'espace-temps. Diagramme d'espace-temps, c'est-à-dire l'ensemble des trajectoires possibles de l'espace-temps. Comment ça marche autour d'une étoile très massive d'un trou noir? On a encore du mal à en comprendre tous les éléments. C'est pas encore clair dans les esprits, il n'y a pas de consensus là-dessus. C'est pas fini. Ce que là où je voudrais insister, c'est qu'une théorie, elle n'est pas sortie de la tête d'Einstein comme de la cuisse de Jupiter. La théorie, elle est juste aujourd'hui, on pense qu'elle est juste, pas vrai, juste, c'est pas la même chose. Mais on en a compris que peu à peu, il y a des interprétations qui vont se suivre. Et à ce moment-là, ce qui domine, c'est l'interprétation néo-newtonienne, c'est-à-dire qu'en supposant que tout ça c'est très petit, bien entendu, on ne recueille à la fin du calcul que ce qu'on a mis au début, c'est-à-dire pas grand-chose. Et en fait, c'est une interprétation limitée de la théorie. Alors, à ce moment-là, les gens, en plus, sont tellement choqués par la difficulté de la théorie de la relativité générale, qu'ils cherchent d'autres théories de la gravitation qui soient relativistes. Vous vous souvenez que j'ai dit la relativité restreinte, c'est une nouvelle manière de voir l'espace-temps, l'addition des vitesses et tout ce que vous voulez. Une théorie donc relativiste, compatible avec la relativité restreinte de la gravitation. Et on va faire des dizaines de théories
relativiste de la gravitation, pendant les années 15-60, et encore aujourd'hui, on aimerait bien avoir une théorie plus simple à manipuler, et qui fonctionne, qui explique le périhélie de Mercure, la déviation des rayons lumineux et toutes les autres choses qu'apporte la relativité générale. Une théorie meilleure et plus simple. On n'a jamais trouvé. On a trouvé des théories à paramètres, mais qui ne sont pas satisfaisantes, qui rendent compte, mais qui n'expliquent pas, qui ne parlent pas. Alors un point sur lequel je n'ai pas insisté, mais ça me vient à l'esprit, puis je crois que c'est important, c'est qu'Einstein s'appuie pour faire ça sur un truc qui date de Galilée. C'est quand même assez fou. Sur vous savez, l'histoire de la tour de Pise. Ça tombe. Alors c'est bien connu. Vous mettez deux pierres, l'une moins dense que l'autre, ou du coton, s'il n'y a pas d'air, et puis une pierre, et ça tombe en même temps. Bon, alors ça c'est le principe d'équivalence, c'est connu depuis Galilée, Newton l'utilise, mais Einstein, pour passer de la restreinte à la générale, va, en fait, avec les mains, se mettre dans une sorte de vaisseau spatial, d'une certaine manière. Il va tomber, il appelle ça l'ascenseur. Il tombe avec la pierre, et toutes les pierres, comme dans la cabine d'un astronome, d'un astronaute, pardon, vont tomber, vous savez, le verre à dents, l'eau, etc. Quand on va dans les cabines, ça tombe en même temps, hein, ça ne bouge pas. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il n'y a plus de gravitation. La gravitation est absorbée par le mouvement. Quand vous tombez, si vous vous jetez de la tour, je ne sais pas laquelle, il n'y aura plus de gravitation, c'est merveilleux. Jusqu'au moment où... Bon, mais à ce moment-là, quand vous êtes dans une cabine ou dans un ascenseur en chute libre, ça tombe. Et il n'y a plus de gravitation. S'il n'y a plus de gravitation, on peut appliquer la restreinte. Et donc, on peut construire la générale. C'est le moyen, ce qu'on appelle le principe d'équivalence, qui lui permet de construire la générale. Bon, j'arrête là-dessus et j'en viens aux critiques. Alors, tout d'abord, lorsqu'Einstein ressort donc en 1915 sa théorie, Planck lui dit « Mais pourquoi tout est si bien en place ?» Je ne cite pas exactement, ça n'a pas d'importance. Tout est si bien en place, la relativité restreinte, électrodynamique, tout ce que vous voulez, ça marchait. Pourquoi se fatiguer? Ça vaut absolument pas la peine d'aller voir plus loin. Pourquoi vous fatiguez-vous sur ces problèmes? Et Born note, pour mes contemporains, la théorie d'Einstein était neuve et révolutionnaire. Un effort était nécessaire pour l'assimiler. Tout le monde ne pouvait pas ou ne voulait pas le faire. Parce que travailler sur un espace courbe, on n'avait pas l'habitude, c'était quelque chose qui avait été inventé par Riemann dans les années au milieu du 19e, repris par Ricci et tous ces gens-là à la fin du siècle, et qu'Einstein avait dû, lui qui ne croyait pas aux mathématiques, qui était un mauvais élève en maths, c'est connu. Minkowski disait c'est un fainéant, ça avait été son prof de maths à Zurich. Hein, c'est un fainéant, il le dit explicitement, c'est pas moi qui interprète. Bon. Alors, les théoriciens ont du mal. Les Anglais, par exemple, disent, c'est Whitehead, je pense qu'il dit ça, que après 1919, lorsque les Anglais se sont aperçus, les théoriciens se sont aperçus qu'il allait falloir avaler la théorie des tenseurs, ça a été un vent de panique. Je cite, un vent de panique, je me souviens. Bon. Et un astronome écrit à un de ses collègues après 1919, « Il peut bien y avoir une déflexion, mais je ne me sens pas prêt à avaler la théorie d'Einstein avant bien longtemps, sinon même jamais. Je suis un hérétique. » Et à un autre collègue, le même, Curtis, qui était un grand astronome et qui va travailler sur la cosmologie. « Je n'ai jamais été capable d'accepter la théorie d'Einstein, ceci en dépit du fait que d'éminents mathématiciens la considèrent comme un des plus grands progrès, etc. On ne peut se forcer à accepter la géométrie non euclidienne simplement parce que cela semble marcher. Peut-être ai-je tort, mais il ne me semble pas pour le moment que je voudrais jamais accepter la théorie d'Einstein. Belle, mais bizarre, astucieuse, mais non pas la vraie représentation de l'univers physique. » Et un autre encore. « Toute l'affaire relativiste m'a semblé irréelle et si purement philosophique que l'accepter serait renverser nos anciens systèmes construits auparavant avec soin et tout à fait essentiel. Je suis ouvert, mais en cette manière conservateur. » Et Bondi, un grand relativiste, disait « La grande majorité des physiciens voyaient la relativité générale comme un obscur trou perdu, qui exigeait un véritable travail avant d'y entendre quoi que ce soit. » Et c'est vrai, moi j'ai subi, hein. Je ne suis pas le seul, tous, c'est dur, c'est difficile, c'est une théorie difficile, c'est pas une blague, vous n'êtes pas seul, on est tous dans le bain. Personne ne nage si facilement au milieu des équations, des interprétations, les choses ne sont pas claires et c'est pas simple, c'est pas la seule théorie qui soit difficile, il y en a bien d'autres. Mais celle-là, ça a été la première justement.
Alors, je vais vous citer Boisse, parce que c'est un physicien français. Après 1919, Einstein va connaître la gloire. En 1922, il vient à Paris. Et bon, c'est le grand homme. Les philosophes sont beaucoup plus facilement, ils n'ont pas à faire le boulot, prêts et oui, bien sûr, ils ne regardent pas les équations, à accepter la relativité que les physiciens. Et en particulier au Collège de France ou à l'Académie, les gens ne sont pas prêts même à assister aux conférences d'Einstein, pas seulement parce que la relativité générale c'est difficile, c'est pas tellement ça, mais aussi parce qu'il est un Allemand. Bon, et alors Boisse écrit « La raison de cette gloire que je crains éphémère est que la théorie d'Einstein ne rentre pas dans le cadre des théories physiques. C'est une hypothèse métaphysique qui par-dessus le marché est incompréhensible. Double raison pour justifier son succès. Les applaudissements frénétiques d'un tas d'incompétents n'ajoutent rien à la recevabilité d'une hypothèse. Peu nous importe que les mathématiciens et les astronomes, le prenant de très haut, nous traitent de routiniers et de béotiens, et finissent par insinuer que nous sommes mûrs pour la petite voiture et la bavette. La bavette, pour baver. C'était un physicien connu. Hein. Toutes ces gentillesses nous laissent froid parce qu'en définitive, nous, les physiciens de laboratoire, auront le dernier mot. Bon, vous voyez l'ambiance, c'était gai. Et Trautmann, un physicien, là on est en France, on va passer en Pologne, il parle des physiciens russes, puisque lui il travaillait dans l'autre côté. Beaucoup de physiciens, écrit-il, c'est un très grand physicien théoricien relativiste, Trautmann, que j'ai connu. Beaucoup de physiciens sont très troublés par la théorie d'Einstein. La plupart d'entre eux admettent que la théorie de la relativité générale est une belle théorie. Mais ils ajoutent alors qu'à cause de la faiblesse des forces gravitationnelles, la théorie de la gravitation est marginale. La plupart des discussions commencent ou se terminent par le reproche que la relativité générale n'a été soumise qu'à trop peu de tests, comme si c'était la faute des relativistes. Quelques physiciens vont jusqu'à dire que la relativité générale ne doit pas être considérée comme une théorie physique, et certains considèrent les relativistes comme des mathématiciens, et ça c'est vrai, plutôt que comme des physiciens. Dans certains cercles, on les tient pour des éléments socialement indésirables. On a connu ça. Alors de l'autre côté, il y a le petit clan des relativistes. Les relativistes sont à genoux, parfois, et d'une manière qui n'est pas toujours habile devant leur théorie. Ils considèrent que la théorie d'Einstein se trouve dans quelques relations de supériorité par rapport à toutes les autres théories. C'est une théorie qui est magnifique, et c'est vrai que ça peut se comprendre, mais ça a du mal à passer. Langsos écrit, je cite, parce que c'est à la fois très beau et un peu emphatique, un peu philosophique, mais c'est un très grand, il a fait des contributions remarquables, c'est un très très grand physicien théoricien, originalement. Ce qui s'est passé quant à la théorie de la relativité est quelque chose d'étrange et qui va peut-être demeurer. Il arriva que la pensée métaphysique, l'imagination logico-constructive, donc, put percer les secrets de la nature qu'on aurait pu déchiffrer de manière purement empirique. Il n'y a pas d'exemple dans toute l'histoire des sciences exactes qu'un seul principe expérimental donne lieu aux connaissances les plus vastes qui fondent une nouvelle époque dans la recherche de la nature, car elle découvre la pierre angulaire de l'univers. C'est quasiment la vérité qu'on touche. On sent comme si un mur s'était écroulé, on dit aussi, comme si on touchait la vérité. Ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas le point de vue maintenant de la plupart des physiciens théoriciens. Ils sont plus modestes et ils pensent que la théorie de la relativité générale doit et sera remplacée, et on cherche activement, pour des raisons qui vont se réexpliquer dans les conférences qui viennent, à cause de la mécanique quantique. La mécanique quantique n'a rien à voir avec ce sont deux champs complètement disjoints, et c'est un des gros problèmes. Donc, construire une théorie unitaire, ça a été aussi le grand projet d'Einstein après les années 20, et donc on est certain que la relativité générale ne peut pas durer. Et j'essaierai d'y revenir tout à l'heure. La théorie d'Einstein était très conscient que toutes les théories étaient mortelles, et la sienne d'abord. Les théories physiques sont mortelles. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais juste, je ne disais pas vrai. La vérité, c'est un mot que j'emploie pas. Enfin, j'espère. Mais par exemple, Marie-Antoinette Tolla, en 1965, qui a été mon prof, si l'on pense qu'avec cette hypothèse en profondeur, s'il est au moyen, semble-t-il, d'une vérification immédiate sans paramètre arbitraire, parce qu'il n'y a pas de paramètre ajustable, ça tombe. Elle parle des 43 secondes dont je parlais tout à l'heure. Il est possible de prévoir l'avance de 42,9 du péri de Mercure. On est tout à fait conquis. C'est quasiment de l'amour. Hein. C'est vrai, c'est de la séduction. Il y a un problème de séduction. La théorie séduit. C'est une œuvre. C'est une œuvre comme une œuvre graphique. Et c'est quelque chose qui est splendide. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir, mais qu'on paie cher parfois.
Alors c'est une théorie délicate mais subtile. Et je vais vous raconter une petite histoire, justement pour vous montrer à quel point c'était difficile de travailler dessus. C'est un cours que Paoli, alors c'est Casimir, un grand physicien lui aussi, qui a suivi des cours de Paoli. Paoli, tout le monde connaît, c'est un très très grand physicien théoricien qui a fait un des premiers livres sur la relativité en 1920. Et je cite Paoli qui assiste à un cours de... Casimir qui assiste à un cours de Paoli. Alors Paoli essaie de démontrer le décalage des raies dans un champ de gravitation. Alors c'est un truc très très simple, hein, le décalage des raies. Il faut être dans le bon repère. Il y a 2-3 temps qu'il faut... Vous savez que le temps, c'est pas le même à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a des temps pour chaque mouvement dans cette théorie. Il faut donc faire bien attention à ne pas s'embrouiller les pieds. Vous allez voir. Alors, il est au tableau et puis il donne ses démonstrations. Alors, avant de vous dire ça, je voudrais dire qu'il n'est pas le seul, qu'un travail a été fait, et moi-même je m'y suis appliqué, dans tous les livres entre 1915, Einstein y compris, tous les articles, etc., en 1930, toutes les démonstrations sont fausses. Et pourtant, ça se fait avec les mains. Elles sont fausses d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, on a toujours la bonne formule, ou presque toujours. Parfois, elle est fausse. On a un décalage vers le bleu au lieu d'avoir un décalage vers le rouge. Pauvres étudiants, vous allez voir, Paoli n'échappe pas. Maintenant, je me souviens qu'alors, tandis que Paoli exposait ce que l'on appelle décalage vers le rouge, il obtint une expression avec le mauvais signe, qui signifiait un décalage vers le bleu, vers le violet, plutôt que vers le rouge. Il commença alors à marcher de droite à gauche devant le tableau, marmonnant, effaçant un signe plus, le remplaçant par un signe moins, le changeant à nouveau en un signe plus, et ainsi de suite. Cela dura un certain temps. Jusqu'à ce qu'il se tourne vers nouveau, vers l'audience, pour dire « J'espère que vous avez maintenant tous compris, clairement, qu'il s'agit bien d'un décalage vers le rouge. » Bon, mais ça, qui, étudiant, n'a pas assisté à ce genre de tour de passe-passe pour un truc... Bon, moi, je connais ça par cœur, c'est magnifique. Et après, que voulez-vous que fassent les étudiants? À quel point c'est difficile. On n'y retrouve pas ces petits. Hein. Alors, c'est un tout petit monde, le monde des relativistes. Je reviens au monde des relativistes. Bergman, qui a été un élève d'Einstein, et un grand relativiste que j'ai connu, qui est toujours là. Vous n'aviez qu'à savoir, écrivait-il, ce que faisaient vos 6 meilleurs amis. Ce n'est pas 2 mains, c'est une seule. Enfin, et vous saviez tout ce qui se passait en relativité générale. C'est-à-dire que le monde est réduit, le monde des gens qui travaillent sur la relativité générale est réduit d'une manière incroyable. Alors, ben voilà, on va en arriver là. Alors ça, on va le commenter parce que c'est un petit peu... C'est un diagramme, c'est le nombre d'articles en pourcentage de la production. C'est-à-dire par rapport aux articles de physique, en gros, j'ai fait... C'est schématique. Hein. Mais quand même, ça c'est 2,5% les articles. Alors ici, vous avez... je vais me servir de ce pointeur, s'il veut bien marcher. Ici, vous avez le pic des années 1919, la déviation des rayons lumineux. Et puis la mode, la gloire d'Einstein. Vous voyez à quel point ça marche bien. On a 2,5% des articles de physique théorique, on est content, la relativité générale, c'est une théorie formidable, et tout le monde s'y intéresse. Et puis, la chute libre, jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60. La relativité générale, long sommeil, l'étiage, le plus bas niveau de production, hein, 0,5%, quelques articles, 20, ce genre de choses. Hein, je l'ai fait en chiffre absolu, mais là c'est en relatif, c'est plus clair. Bon, alors il y a une petite colline là dont on parlera, qui est intéressante. Mais, c'est ainsi. Alors, depuis... Jusqu'aux années 60, moi je suis rentré dans ces années-là, 60-70, dans ce monde, on vous déconseillait, c'est pas compliqué, aller faire de la relativité générale, c'était suicidaire. Un type qui s'appelle Sorn, qui est assez bien connu, peut-être même en France, il a publié un bouquin, élève de Wheeler, bon, un grand physicien théoricien lui aussi, on lui a déconseillé froidement d'aller en relativité, d'aller travailler en relativité générale. Born disait, vous vous souvenez de Born en 1915, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé en théorie quantique. Tout le monde travaillait en théorie quantique. En théorie quantique, c'était l'explosion. Il s'est passé des choses formidables, les expériences étaient innombrables. De notre côté, il n'y avait rien.
Rien, toujours la déviation des rayons de la Lune, le péril de Mercure, bon, et le décalage vers le rouge d'un atome dans un champ de gravitation, c'est quelque chose qui a été, sur lequel on hésitait sans cesse. Einstein y a cru, bon, les discussions étaient innombrables, c'était toujours des petits trucs. Donc ça marchait fort mal. Et donc on disait aux gens d'aller voir ailleurs. Et un physicien argentin, Beck, disait, qui suivait les cours d'un physicien autrichien, Thirring, et qui passait beaucoup de temps, dit-il, à travailler sur le livre de Weil, qui a été aussi un grand physicien théoricien. Il écrivait une thèse sur la relativité générale, disons, le détail n'importe pas. Il a envoyé le papier à Annalen der Physik, la revue dans laquelle Einstein a publié l'essentiel de son œuvre, avec les comptes rendus de l'Académie de Berlin. Et l'éditeur, qui n'était autre, n'est-ce pas, que Wien, c'était un prix Nobel, lui a répondu, lui a renvoyé le manuscrit aussitôt en lui disant, c'était un bon travail, hein, que la relativité générale n'était pas de la physique et que son périodique était trop bon pour s'intéresser à ce genre de truc. L'éditeur n'était pas n'importe qui, voilà. Il ne pouvait pas comprendre, ajoute Beck, que des méthodes spéculatives pouvaient apporter quelque avance à la physique. Alors, « 1933. Il se passe pas mal de choses en 1933, et Einstein est à Princeton. Il a quitté, il est parvenu en Allemagne, il était alors en Belgique, et il a eu un poste à l'Institut des hautes études scientifiques, où il est aux côtés de Robertson et de gens qui s'intéressent sur la cosmologie. Je reviendrai sur la cosmologie ensuite. Il est très isolé. Il travaille sur des tentatives de théorie unitaire entre la théorie quantique et la théorie de la gravitation. Il en fera plusieurs. Il avancera d'ailleurs dans ce sens, mais sans parvenir à résoudre de problème. Et il écrit « J'ai peu d'influence, car je suis considéré ici comme une sorte de fossile que les ans ont rendu sourd et aveugle. Je ne trouve pas ce rôle déplaisant du tout, d'autant qu'il correspond assez bien à mon tempérament. » Et Infeld, un de ses collaborateurs à l'époque, écrit « Dans les années 20, les scientifiques témoignaient du plus grand intérêt pour la discipline. Mais déjà en 1936, alors que j'étais en contact avec Einstein à Princeton, j'observais que cet intérêt avait presque totalement cessé. Le nombre d'autres physiciens travaillant dans ce champ à Princeton pouvait se compter sur les doigts d'une seule main. » Peut-être que je trouve la suite. Je me souviens que très peu d'entre nous se rencontraient dans le bureau du défunt professeur Robertson, et puis même ces rencontres cessèrent. Nous, qui travaillions dans ce champ, étions plutôt regardés de travers par les autres physiciens. Einstein lui-même me faisait souvent remarquer. À Princeton, ils me prennent pour un vieil imbécile. Sie glauben, ich bin ein alter Trottel. Cette situation resta à peu près sans changement jusqu'à la mort d'Einstein. La théorie de la relativité n'était pas très estimée dans l'ouest des États-Unis et mal vue dans l'est. Alors, on va en revenir à ce diagramme et à cette petite colline, parce que pendant ce temps, dans les années, bon, ça commence en 1917, Einstein, c'est la deuxième solution exacte de la relativité générale, c'est la cosmologie. Alors la cosmologie, ça, contrairement à tout ce qui ne se faisait pas alors, ça a une importance vraiment grande pour le futur et la vie de la relativité générale. C'est d'une part parce qu'on a une solution exacte qui peut décrire l'univers. Alors Einstein, il pose ça dès 1917. Il se rend compte, il est clair, qu'il a une théorie de l'univers, c'est-à-dire que les équations de la relativité générale, d'un côté, vous mettez, j'en ai pas parlé, mais bon, vous mettez une distribution de masse et puis vous trouvez un champ de gravitation quand vous avez la structure de l'espace. C'est une machine à construire des espaces. Et en particulier, pourquoi pas, à construire l'univers, à se dire mais dans quel univers on vit, essayons de voir. Alors, vous supposez, tout à l'heure, la solution de Schwarzschild, on mettait une petite masse au centre, et puis on regardait quel était le champ de gravitation, et du coup, on sait quelle est la structure de l'univers, on sait. Bon, on pense que c'est la bonne, en tout cas qu'elle n'est pas loin qu'elle est juste, et on a donc la solution. Alors, pour ce qui concerne la cosmologie, on suppose au contraire qu'on a une distribution de matière homogène. C'est partout la même.
c'est contraire à ce qu'on voit dans le ciel, mais ça fait rien. C'est la seule manière dont on pouvait faire à l'époque, et c'est la raison pour laquelle Einstein va poser ça comme ça. Il va mettre dans le membre de droite où on met la matière, uniforme, toujours la même, et même indépendante du temps. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails et les erreurs d'Einstein, il en a fait, il n'a pas voulu croire que ça pouvait être dynamique. Bref, on va, à partir de là, d'abord trouver une solution. C'est la solution de Robertson, c'est le modèle qu'on appelle standard cosmologique aujourd'hui, qui a été trouvé. Einstein a vu une première forme statique en 1917, et puis petit à petit, on va en arriver très vite à la forme qu'on utilise encore aujourd'hui, le modèle standard de la cosmologie. Il est décrit, il décrit un univers dont la densité serait partout la même, mais on s'aperçoit alors que c'est en expansion. Bon, en expansion, mais c'est quand même à un même instant, parce que là, on a un temps cosmologique qui est le même d'une certaine manière, mais ce n'est pas le temps d'aujourd'hui, hein, qui est le même, qui permet une description globale. On a un modèle en expansion sur lequel on arrive à travailler. Alors, ce qui est important pour la cosmologie, pour moi aujourd'hui, c'est pas tellement de dire c'est le modèle standard, on fait aujourd'hui, on vous en parlera dans les conférences qui vont suivre. Ce qui m'importe, c'est que là, on a un modèle qui permet de travailler la relativité générale avec les mains. Et comme on est dans comment dirais-je, dans les forces à longue portée, l'univers c'est vaste, on peut penser à la courbure. Jusque-là, la courbure, on ne l'a pas vue. J'en ai pas parlé, l'espace-temps est courbé, mais Schwarzschild, dont je parlais tout à l'heure, on ne voyait pas la courbure. Maintenant, on considère les trous noirs, l'espace est courbé, etc. C'est ça qu'on n'arrivait pas à comprendre, que l'espace puisse être courbé autour d'une étoile, ici et maintenant. En cosmologie, on a la place de penser, ça laisse beaucoup. Et on va travailler les solutions cosmologiques de Robertson, Friedman, etc., Walker, et ça va donner une ouverture à la relativité générale. C'est-à-dire penser la relativité générale, non pas, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue néo-newtonien, c'est-à-dire en approximation, avec tout faible, mais regardez ce qui se passe et comment l'univers évolue. Et deux types vont s'illustrer là-dedans, qui sont un petit peu connus quand même. C'est la bellomètre, et puis Robertson, dont Infeld nous parlait tout à l'heure, qui était dans le bureau à côté d'Einstein en 1936 à l'Institut des hautes études scientifiques à Princeton. Et en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu qui est intéressant à voir. Le maître, c'était un abbé, hein, l'abbé le maître. Et bon, ses travaux ne portent pas la trace de... Mais c'est peut-être pas pour rien qu'il travaillait sur l'univers quand même. Et avec ce point singulier au centre, début de l'univers. Mais bon, il ne s'est pas trop répandu, et il a fait des travaux qui sont essentiels, justement, bizarrement, pour la compréhension. Alors, quand même, je revois ce diagramme, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est justement la cosmologie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une activité, une suractivité de la relativité générale. Si je peux dire, ça double quand même par rapport à ça, vous voyez ? Il y a quelque chose. Et ce sont les articles de cosmologie. Les gens se mettent un petit peu à travailler parce que, bon, on a trouvé des solutions, on essaie de comprendre ce que c'est. Et il y a un travail qui excite un peu les théoriciens. Puis après, ça va retomber, puis c'est la guerre quand même. Et puis les années 60, alors là, je ne sais pas, ça va monter, on ne peut pas le mettre sur le diagramme. Quoique si, parce que c'est en pourcentage, mais 3%. Maintenant, on doit en être, je ne sais pas, à 10. Beaucoup. Il y a beaucoup d'articles de relativité générale aujourd'hui, je ne sais pas combien. Alors, comment le maître, je vais essayer de vous dire avec les mains, comment le maître a pu comprendre la solution de Schwarzschild? Alors, c'est qu'on avait une solution de l'univers, et cette solution, c'est homogène. Et il va en couper une tranche, il va en prendre, pas une tranche, disons, une orange. Il coupe. Et puis il dit, il n'y a pas de raison, il a raison, que la solution coupée ne puisse pas s'appliquer à une étoile. Et en fait, à ce moment-là, ça permet de revenir au problème de Schwarzschild et de montrer que ce qu'était cette singularité, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est tout un sujet complexe, cette singularité de Schwarzschild que les gens ne pouvaient pas dépasser. Vous connaissez le problème du trou noir. Aujourd'hui, on dit que c'est l'horizon dans lequel, dans les science-fiction, on va disparaître, dans lequel la matière qui va avaler la matière, les rayons lumineux ne peuvent plus sortir, etc. À ce moment-là, cet horizon, on le voyait comme une singularité, c'est-à-dire la fin de la physique. Et on lui a donné des noms absolument extraordinaires.
On l'appelait la mort dans certains articles. La mort. Parce qu'à ce moment-là, le temps s'arrêtait. Le temps qui n'est pas le bon temps, c'était justement le problème de coordonnées, c'est complexe à comprendre. Il faut faire... On n'était pas dans le bon système de coordonnées. Vous savez, en relativité, on est toujours dans les problèmes de système de coordonnées. Pauli, tout à l'heure, s'y paumait. Tous les relativistes, ils sont trompés depuis le début des temps. Et encore aujourd'hui, ça arrive souvent qu'on fasse des erreurs et que, paf, on trouve un résultat qu'on croit juste et puis on n'a pas pris le bon système de coordonnées, ça n'a pas de sens. Ça devient moins courant, mais ça a été très courant. Et justement, donc, pour en revenir à Lemaître, en appliquant l'univers qu'il avait pu penser, je dirais que la cosmologie, c'est un lieu pour penser la relativité générale. Parce qu'on a une certaine liberté pour penser. Et c'est très important, la liberté de penser. Une étoile, on ne peut pas penser qu'elle est... mon illuminé, là, que je citais au début de ma conférence, d'une certaine manière, c'est un peu tout le monde. On ne peut pas comprendre que ça se passe comme ça. Il y a quelque chose de difficile à avaler. Et Lemaître va montrer que cette singularité de Schwarzschild n'est pas singulière. Et justement, c'est le début, le tout début, c'est 1932-33. C'est tout le début de l'histoire des trous noirs, avant Wheeler, avant... Mais c'est dans un article écrit en français, puisqu'il est belge, dans une revue belge. Alors vous pensez bien que personne ne le lit. Personne, sauf... Ah bah oui, ça, c'est le banal. Il faut écrire en anglais. Personne, sauf des gens particulièrement fins, comme Tolman, et qui vont rapporter ces idées vers les États-Unis, vers Oppenheimer. C'est le même problème. C'est le problème... Là, c'est un parallèle un peu pénible. Mais vous savez, c'est la contraction. Le trou noir, c'est quelque chose qui est une étoile qui s'effondre. Il ne faut pas oublier qu'Oppenheimer, au même moment, travaillait sur la bombe. Ça s'effondre aussi. Donc, c'est les mêmes équations. La physique, c'est toujours les mêmes équations quelque part. Bon, et donc Oppenheimer va faire des travaux très intéressants en relativité générale, et ça, c'est dans les années 38, 39. Ici, c'est Lemaître, 33, etc. Il y a des travaux qui commencent, puis il y a la guerre, et puis après la guerre, tout ça sera repris et on reprendra complètement l'interprétation. La cosmologie, elle, à partir des années 35-36, même 29, qu'est-ce que je raconte? Il y a Hubble, il y a tout ça, et on commence à croire à l'expansion de l'univers, Lemaître s'y emploie, c'est quelque chose qui est accepté. Mais pour ce qui concerne la structure donc de la solution de l'espace-temps autour du Soleil, autour d'une étoile, ça ne repartira que dans les années 60, pas tellement avant, vraiment. Alors en 1960, il se passe des choses formidables. Il se passe des choses formidables parce que justement, il y a un type un mathématicien, qui va repenser la structure de l'espace-temps autour d'une étoile, mais non plus la voir d'une manière approchée, c'est-à-dire, en gros, plate à l'infini, quasiment plate, avec juste une petite déformation de l'espace-temps, mais topologiquement, c'est-à-dire sa structure est différente. Alors pourquoi, j'aimerais essayer de vous faire toucher du doigt, comment on fait pour justement savoir quelle est la structure d'un espace-temps? On a des équations, on les résout, on trouve truc mathématiquement difficile. Alors, il y a un truc qu'on appelle principe géodésique. Qui est ça? Vous avez une structure mathématique qui représente l'espace-temps. Et puis, vous allez essayer d'en construire l'atlas de toutes les trajectoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les trajectoires possibles de toutes les particules possibles, quelle que soit leur vitesse, d'où qu'elles viennent, de l'infini, etc., doivent être réunies dans le même plan, dans le même dessin. Il faut que tout ça soit cohérent, causalement, etc. Donc il faut étudier toutes les trajectoires possibles. Alors je peux peut-être vous montrer, mais je ne sais pas où c'est. Bon, enfin bon, qu'importe. Je crois qu'avec les mains, c'est mieux qu'un diagramme qui va être compliqué. Mais il faut... Par exemple, la Terre. C'est pas compliqué. La Terre donne un très bon exemple. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle histoire qu'on connaît mal. La Terre, lorsqu'on s'est aperçu, on croyait qu'elle était plane. Bon, alors vous aviez des dessins, tous les plans finalement, pareil, tac, c'est sur une carte. Et puis,
lorsqu'on s'aperçoit qu'elle est ronde, comment représenter? Je veux dire, c'est quelque chose de difficile à penser, et c'est quelque chose de difficile. Alors vous savez très bien, Mercator, toutes les projections, etc. Vous avez une projection de l'hémisphère sud, par exemple, sur le pôle nord, puis une projection de l'hémisphère sud sur le pôle sud. Il vous faut 2 cartes pour représenter, sauf si on le fait dans un espace à 3 dimensions sur un globe, mais si vous le faites à plan, on n'arrive pas à le faire à moins de 2 cartes d'une manière correcte, et encore. Je veux dire, le problème est difficile. C'est le même problème, c'est pas plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est la même question. Et moi, j'admire beaucoup les gens qui ont pu penser ça. Ça a dû être très difficile, et j'ai jamais rien lu de convaincant là-dessus. Mais de penser que pour représenter la Terre, fallait... Bon, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de plans et d'atlas, parce que là, il va falloir plusieurs plans pour faire un atlas qui soit raccordé les uns aux autres, comme on va raccorder les 2 hémisphères de la Terre pour en faire le globe. Pour penser la Terre, il faut penser l'espace-temps comme on pense la Terre. Et penser l'espace-temps, quand on ne sait pas comment il est fait, c'est pas évident, donc il faut un petit peu jouer. Et c'est un jeu, on cherche les géodésiques, etc. Et on cherche à comprendre les géodésiques, enfin les trajectoires de toutes les... Bon, un exemple que je donne souvent aux étudiants quand je fais des confs, c'est que chaque atome, votre ongle, il est là depuis avant moi. L'atome de carbone qui est au bout de mon ongle, je l'ai emprunté je ne sais pas où en mangeant. Mais il venait d'où? D'une pomme de terre. Et puis il venait d'où, etc. Bon, il venait de quelque part. Il vient du début de l'univers, évidemment. Et il va aller jusqu'au début de l'univers. Moi, quand je vais être mort, il va continuer sa vie, lui, cet atome. Il se m'aura quitté, parce que les cellules, gna gna gna. Bon, vous voyez, je veux dire, il y a toute une perspective. Eh bien, chacun des atomes qui nous constituent, qui constituent le monde, il faut en écrire l'histoire. C'est ça la cosmologie, c'est ça la relativité générale, d'une certaine manière. Enfin bon. Et justement, il faut le faire d'une manière cohérente. Il faut que chacun des atomes sur lesquels on joue, sur lesquels on travaille, ait son histoire depuis le début du temps jusqu'à la fin des temps. Début du temps, fin des temps, Big Bang, singularité, bon, tout ça est à discuter, et tout ça n'est pas résolu. On ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une singularité en relativité générale, on n'en a pas. Bon, une singularité, vous savez, le Big Bang, le centre, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mathématiquement, on n'est pas clair. Bon, mais enfin, qu'importe. L'idée, c'est de tout reconstruire pour tout avoir en main et comprendre comment l'univers évolue. Bon, alors là, c'est une autre perspective que celle dont je parlais tout à l'heure, néo-newtonienne, avec des approximations painful, comme on dit en anglais. Bon, difficile, quoi. Alors, ouais, bon, je continue. Si vous n'êtes pas fatigué. Alors, il ne faudrait pas que j'oublie mes feuilles, parce que malgré tout, je ne m'en sers plus, mais ça me sert. Je suis perdu. Bon, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Elle a dû disparaître. Il me manque... Ah, elle est là. Voilà. Bon. Alors, je voudrais en venir maintenant à la démarche d'Einstein, parce qu'il me semble que c'est important, en particulier pour l'anniversaire qu'on fête cette année, l'année mondiale de la physique. À mon avis, la relativité prend beaucoup de place, on en parle beaucoup. Et puis, Einstein n'a pas fait que ça, il a fait des quantas, il a travaillé sur le mouvement brownien, il y a 3 articles en 1905. Mais, à mon avis, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, et je voudrais insister là-dessus, parce que ça me semble être le cœur même de l'apport. J'ai encore combien de temps? 5 minutes, c'est tout? Oh, c'est affreux. 10, allez, on négocie. Ouais, non, mais bon, finalement, ça fera une bonne conclusion. Je vais essayer de vous faire comprendre moi-même, ce qu'il apporte. Ce qu'il apporte, c'est une nouvelle vision de la manière de faire de la physique. Et ça, c'est ça la révolution, la vraie révolution qu'Einstein apporte. Un mot qu'on trouve très souvent dans ses articles, c'est le mot, ses articles, et dans son autobiographie, dans ses écrits, disons. C'est liberté. Liberté de penser, liberté de poser des principes. 1905, il est gonflé. Il pose des principes. Il dit « je ». Je suppose que la vitesse de la lumière est constante. Je suppose que la vitesse, qu'elle est indépendante de la vitesse de la source.
Non, il ne suppose pas la vitesse de la lumière, je dis une bêtise. Il suppose la vitesse de la lumière indépendante de celle de la source et il suppose le principe de relativité. Mais il pose au début et après, avec un raisonnement, il en déduit la structure de la théorie. Mais il dit je. Il dit je fais ce que je veux, j'articule tout ça dans une vision théorique et puis je regarde ce que ça donne. Jusqu'à là, ce n'était pas comme ça qu'on pensait. On partait des faits, de l'expérience, des lois, puis on remontait à une théorie possible. Newton dit « je ne fais pas d'hypothèse », quelque part. Il ne fait pas d'hypothèse, ça veut dire que ça découle de l'expérience. Einstein, bien sûr, il s'intéresse à l'expérience. Bien sûr, l'expérience est un moteur. Mais il pose, il dit « je ». Je pose des principes, je regarde, je les articule dans une théorie bien faite, mathématique, j'en déduis un certain nombre de choses. Alors pour la relativité générale, c'est pas compliqué. Il pose un certain nombre de principes, l'espace est courbé, gna gna gna, les équations de champ. Je pose, et puis je regarde ce que ça donne. Et puis il va faire beaucoup, en 1913-15, il va faire beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une théorie cohérente des équations de champ cohérentes. Bon. Il a le droit de les poser pourvu que ça soit cohérent. Il les pose et puis il regarde ce que ça donne. Alors il y a une sorte de saut, on appelle ça le saut, entre la réalité qu'il va falloir expliquer et puis les principes. Alors il monte au principe, il pose ses principes, il fait sa théorie mathématique, elle est articulée, il fait des calculs mathématiques et il trouve les conséquences. Et les conséquences, il va les... Bon, et il dit, l'expérience est le guide suprême. C'est le moment où l'expérience... Alors pour la relativité générale, c'est pas compliqué. On pose l'équation de champ en disant, on en déduit par une mathématique plus ou moins lourde, les trois tests classiques dont on parlait tout à l'heure, déviation des rayons lumineux, péril de mercure, etc. Et puis après, on regarde ce que dit l'expérience. Et l'expérience, elle dit jamais oui. Einstein insiste là-dessus. Elle ne dit jamais oui. Elle dit souvent non. Au mieux, elle dit peut-être. Mais elle ne dit jamais oui. Et il écrit là-dessus des choses très belles, que je vais essayer de vous retrouver. Le chercheur part toujours des faits. Le but de ses efforts est de les relier entre eux. Mais ce n'est pas une démarche méthodologique et inductive, c'est-à-dire en montant, qu'il parvient à élaborer son système théorique. Au contraire, il s'adapte aux faits en choisissant de façon intuitive parmi plusieurs théories possibles reposant sur des axiomes. Une théorie peut donc être reconnue comme fausse si ses déductions contiennent une erreur logique. Mais jamais la vérité d'une théorie ne pourra être prouvée. La vérité, vous voyez, le mot vérité, on ne veut pas en entendre parler. Car on ne sait jamais si l'avenir ne fera pas connaître un jour un fait qui viendra contredire ses conséquences. Et on peut toujours imaginer d'autres systèmes théoriques, etc. Et encore, il écrit en 1920, l'expérience ne dit jamais oui à une théorie, mais au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je le cite, mais au contraire, en mettant les choses au mieux, elle dit peut-être, mais le plus souvent, simplement non. Alors on est très content quand c'est peut-être. Alors, à la fin de sa vie, en 1952, il écrit une lettre à son ami Solovine que je dois avoir là, que je vais vous montrer. Ah, ça ne marche plus. Ah si. Voilà, c'est la lettre à Solovine, ça. Et puis après, quand même, je vous lirai un texte des relativistes que j'ai oublié de vous lire et qui est joli. Alors, il écrit une lettre à Solovine où il met ça en forme, vous voyez. Alors, la flèche que vous voyez là-haut, je vais servir mon pointeur, c'est justement ce saut. Ici, c'est le système des axiomes, c'est la théorie. Ici, c'est la réalité, je dirais qu'il faut expliquer les expériences, le monde. Et là, c'est le saut, c'est un saut, c'est le moment de la liberté où le théoricien a le droit de poser sa théorie. Je dis que, et puis après, là, c'est les mathématiques. Tout ça, c'est les mathématiques. Et ici, c'est la comparaison avec l'expérience. C'est les trois tests, en fait, les trois tests classiques dont je parlais tout à l'heure. Et il met ça. Bon. Alors ça, c'est vraiment très, 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 très important, parce que c'est la manière dont il a travaillé, mais c'est aussi la manière dont, finalement, dont on a hérité. L'héritage d'Einstein, il est d'une certaine manière peut-être plus là, dans cette liberté de poser des théories. Puis vous voyez à quel point maintenant on se donne la possibilité de poser des théories à 26 dimensions, etc., sur lesquelles je ne vous parlerai pas, mais vous en entendrez parler dans les semaines qui viennent. Et cette liberté a été vraiment extrêmement importante. Alors, je vais essayer de retrouver, mais je suis perdu dans mes notes. Voilà, Paoli, en 1958, écrivait
quant à cette liberté, quant aussi à la critique. Einstein est un très grand critique. Quand il n'a pas besoin d'un concept, il dit « l'éther, je le balance ». Vous savez qu'en relativité générale, on n'a pas de distance. Je ne sais pas ce que c'est que la rigidité, je ne sais pas ce que c'est qu'une règle, je ne sais pas ce que c'est qu'une distance. La distance à une étoile, ça n'a pas de sens, c'est la distance ordinaire. On a un temps propre. Ça a un sens. Et d'ailleurs, on le sait très bien depuis toujours, parce qu'on dit « je vais mettre 1 heure pour aller à tel endroit ». Et c'est d'ailleurs ça qui montre à quel point c'est étonnant que la relativité générale n'ait pas été acceptée, parce que finalement, c'est tout à fait conforme à notre manière de vivre. C'est-à-dire, c'est le temps qui compte. Est-ce que vous voyez avec la règle, vous savez, la règle de Platini-Ridier du pavillon de Sèvres, aller mesurer la distance à Sirius? C'est débile, mais pourtant, avant c'était ça. La distance, on parlait de distance. Ça marche. Après, on divise par C, enfin bon, bref. Mais ça ne peut pas marcher. Je veux dire, c'est vraiment un temps de parcours de la lumière. On dit des années-lumière. Et les astronomes, c'est très étonnant qu'ils n'aient pas accepté la relativité générale, pour des raisons dont j'ai parlé rapidement. Mais finalement, c'est bien leur théorie. On voit bien que là, il y a un rapport direct entre les principes de la relativité et les préoccupations des astronomes et ce qu'on en voit. Alors, Pauli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en 1958, « Sans cette attitude critique générale qui abandonnait les visualisations naïves en faveur d'une analyse conceptuelle, c'est un peu compliqué, de la correspondance entre les données de l'observation et des quantités mathématiques dans un formalisme théorique, l'établissement de la forme moderne de la théorie quantique n'aurait pas été possible. » C'est-à-dire qu'il pense que il dit que la manière de penser d'Einstein est fondamentale, même pour la manière de travailler de théories auxquelles il ne croyait pas. D'une certaine manière, il avait donné à tout ce siècle et à notre manière de travailler, des physiciens, disons, une liberté à laquelle on n'était pas habitué. L'induction, c'est fini, on ne part plus. Alors, je voudrais terminer par une citation aussi d'un relativiste que j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est... Il est où? Voilà, c'est Synge. Il faut que je trouve son... De tous les physiciens, ça c'est la manière dont les relativistes justement travaillaient. Mais je trouve que c'est un très beau texte et qui est le contrepoint de celui de Born au début. Au début, Born à distance. Et là, vous allez voir Synge, qui est un des très grands... Le cliché est très mauvais, je m'en excuse, mais je n'ai pas autre chose. C'est vraiment un relativiste au sens où on l'a vécu dans les années, sur la période sur laquelle je vous parlais, 20-60. Et lui, c'est le moment où il a travaillé. De tous les physiciens, le relativiste est, d'un point de vue social, le moins engagé. Il est le grand spécialiste en théorie de la gravitation, et la gravitation est socialement signifiante. Mais il n'est pas consulté pour la construction d'une tour, d'un pont, d'un bateau ou d'un avion. Et même les astronautes peuvent se débrouiller sans lui jusqu'à ce qu'ils se demandent dans quel éther voyagent leurs signaux. Couper les cheveux en 4 dans une tour d'ivoire n'est pas du goût de tout le monde, et sans aucun doute, plus d'un relativiste attend le jour où le gouvernement lui demandera ses opinions sur les questions importantes. Je crois que le jour est venu. Mais que signifie important? La science a une double visée, comprendre la nature et conquérir la nature. Mais pour ce qui concerne la vie intellectuelle de l'homme, c'est sûrement la compréhension qui est la chose la plus importante. Alors laissons le relativiste rejoindre sa tour d'ivoire, où il a la paix pour chercher à comprendre la théorie d'Einstein, aussi longtemps que ce monde mouvementé se satisfera de faire ses affaires sans lui.